Un peuple qui réclame sa liberté et un roi qui en perd sa tête. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, comme on a vu précédemment, les colons anglais en Amérique avaient fini par revendiquer leur indépendance, indépendance qu'ils avaient fini par obtenir au lendemain de la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc, l'Angleterre finit par reconnaître ce pays naissant, les États-Unis d'Amérique. Donc, une première république de nature démocratique en Occident moderne. Alors, évidemment, l'impact de cette fondation pourtant très importante reste limité pour la simple et bonne raison que les États-Unis sont encore un petit pays éloigné de l'Europe, séparé de l'Europe par l'océan Atlantique. Néanmoins, des observateurs sont présents en Europe, particulièrement en France, pour voir de loin qu'est-ce qui se passe là-bas. Et pour certains d'entre eux, ça va leur donner des idées. Et éventuellement éclatera quelques années plus tard une révolution plus radicale, celle-là, la Révolution française. En effet, à l'époque où les colons américains revendiquent leurs droits face à l'Angleterre, les choses ne se passent pas très bien non plus en France. En effet, à cette époque, la France traverse une série de crises extrêmement difficiles qui vont en faire un terreau fertile pour une éventuelle révolution. Donc, une crise financière, crise économique, crise politique, tout ça va amener des changements, des bouleversements. Il faut savoir également que la société française, à la fin du 18e siècle, est traversée par des conflits. Il y a d'abord un conflit entre les anciens riches et les nouveaux riches, et aussi un conflit entre les riches et les pauvres. Voyons d'abord le conflit entre les riches. D'abord, les anciens riches, qui sont-ils? On les appelle les privilégiés. Plus précisément, ce sont les membres de la noblesse, les membres du haut clergé, donc les hauts dignitaires de l'Église, évêques, cardinaux, etc. Et donc, ces gens-là sont au sommet de la société à la toute fin du 18e siècle, et depuis longtemps, soit dit en passant. Alors donc, ce sont eux qui monopolisent de façon générale les fonctions importantes, que ce soit dans les parlements, que ce soit dans les ministères auprès du roi. Et pourquoi? Parce que leur naissance qui leur permet d'accéder aux plus hautes fonctions. Leur naissance, précisons-le, plutôt que leur capacité. Et donc, ils ont ce privilège immense de monopoliser le pouvoir politique. Non seulement ça, mais ils ont un autre privilège également, c'est qu'ils ne paient pas d'impôts. Donc, ils ne sont nullement forcés de payer des impôts. Donc, le mot privilégié colle bien à leur réalité. Alors, que désirent-ils dans la vie? Hein? Si on résume sur un grand tableau, eh bien, eux, ils ne désirent aucun réel changement parce qu'ils considèrent que la société est très bien telle qu'elle est. On peut les comprendre. Alors donc, ils vont avoir tendance, dans les années qui vont suivre, à refuser toute réforme qui diminuerait leurs privilèges. Mais les privilégiés ne sont plus seuls au sommet de la société, du moins au sommet économique. À côté d'eux se trouvent les bourgeois, la bourgeoisie. D'abord, qui sont les bourgeois? Ce sont des marchands, des financiers, mais également les professions libérales, comme les avocats, les médecins, les notaires, etc. Alors ces gens, cette classe sociale qui est née au milieu du Moyen Âge, a sans cesse prospéré depuis quelques siècles et elle est maintenant au sommet de l'échelle économique. Je parle en particulier de la bourgeoisie capitaliste. Alors donc, ils sont désormais au centre de la vie économique, profitant des retombées du commerce international qui est né avec les grandes découvertes. Néanmoins, malgré toute leur richesse, leur influence au niveau économique, ils sont écartés des fonctions importantes et des responsabilités politiques par les privilégiés qui veulent garder leur monopole politique. Mais les bourgeois de cette époque-là, se sentant de plus en plus forts, n'acceptent plus cette situation. Alors, en tant que lecteur des philosophes des Lumières qui dénoncent les abus et le manque de liberté du régime, il revendique de plus en plus d'énormes réformes.
Alors, que désirent les bourgeois de cette époque? D'abord, l'égalité civile. Donc, ils veulent être les égaux des nobles et des hauts dignitaires du clergé. Mais bien davantage, ils veulent désormais participer aux décisions politiques, faire partie des parlements, éventuellement devenir ministre sans avoir d'abord à se faire anoblir. Donc, telles sont les revendications des bourgeois qui se concilient mal, évidemment, avec les désirs de conservatisme des privilégiés. Mais il y a également un conflit entre les riches et les pauvres. On a vu qui étaient les riches, mais qui sont les pauvres à cette époque-là? Il y en a de deux sortes. L'immense majorité des pauvres de cette époque, ce sont les paysans. Les paysans qui mènent une existence rude à la campagne, donc, et qui forment à peu près 90% de la population. Alors, ces paysans à l'existence quelque peu précaire commencent de plus en plus à désirer certaines choses. La première chose que les paysans désiraient, c'est l'abolition des privilèges seigneuriaux. Il faut savoir que les seigneurs, depuis longtemps, ont beaucoup de privilèges à l'égard de la paysannerie, ne serait-ce que, par exemple, les corvées ou certains monopoles pour l'usage de moulins, etc. Donc, on aimerait, du côté des paysans, abolir ces anciens privilèges qui leur nuisent de plus en plus. D'autre part, les paysans qui forment, comme je l'ai dit, 90% de la population, ont sur les épaules la plus grande partie du fardeau fiscal pour le fonctionnement de la société. Et ce fardeau est de plus en plus lourd sur leurs épaules. Alors, une des choses qu'ils revendiquent, qu'ils désireraient, c'est l'égalité devant l'impôt, que les nobles et les membres du haut clergé paient eux aussi leur part des impôts pour diminuer le fardeau sur leurs propres épaules. Alors, au niveau de ce conflit entre les riches et les pauvres, il faut savoir que si les privilégiés refusent évidemment ce genre de compromis, les bourgeois, de leur côté, sont plutôt d'accord avec les paysans. Donc, cette abolition des privilèges seigneuriaux et également l'égalité devant les impôts, parce que les bourgeois, eux aussi, en paient des impôts de toute façon. Donc, de leur côté, les paysans s'accordent assez bien avec les bourgeois dans leurs aspirations. Mais à cette époque, il existe aussi une autre sorte de pauvres qu'on appelle les travailleurs des villes, les artisans. On avait vu précédemment, au lendemain des grandes découvertes, à quel point l'existence des artisans et des travailleurs des villes était devenue de plus en plus précaire. Alors, les travailleurs des villes ont des conditions de vie extrêmement difficiles et ils dépendent beaucoup de la bonne volonté de leurs patrons en ville, les patrons d'ateliers, pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, qui généralement sont extrêmement difficiles. Alors, que désirent les paysans à cette époque-là? Première chose, c'est qu'ils voudraient un approvisionnement en pain régulier et à bon marché. Pourquoi? Parce que si les paysans souffrent moins de façon générale des pénuries parce que ce sont eux-mêmes qui produisent de la nourriture, donc ils en vendent moins et en mangent davantage lorsque une famine se déclenche, les travailleurs des villes sont pris à la gorge par la montée du prix du pain lorsqu'il y a famine. Alors, beaucoup d'entre eux vont mourir de faim à ces occasions-là. D'où cette demande d'avoir un approvisionnement en pain régulier et à bon marché. Mais d'autre part, leur autre désir à ces travailleurs des villes, c'est une amélioration de leurs conditions de travail qui, comme je l'ai dit, sont extrêmement difficiles. Donc, ça veut dire de meilleurs salaires et de meilleures conditions également à l'emploi, davantage de protection et tout cela. Alors, j'ai souligné le fait que les revendications des paysans s'accordaient généralement assez bien avec celles des bourgeois. Cela dit, pour ce qui est des demandes des travailleurs des villes, les bourgeois sont assez en désaccord. Pourquoi? En fait, la logique l'explique, c'est que qui sont les patrons des artisans, des travailleurs des villes? Ce sont des bourgeois eux-mêmes. Alors, ce sont eux qui payent leur salaire. Alors, ils considèrent que leurs salaires sont déjà suffisants parce que le monde des affaires est un monde difficile. D'autre part, l'approvisionnement régulier et à bon marché de pain nuirait à l'économie de façon générale, à l'économie du marché et les lois de l'offre et de la demande. Donc, les bourgeois sont en désaccord avec les demandes des travailleurs des villes. Or,
Dans ces conditions-là, comme les bourgeois sont parmi le peuple les gens les plus instruits et les plus riches, seront considérés de façon générale comme les leaders et les représentants du peuple. Et donc, quand il y aura des revendications, elles seront faites principalement par les bourgeois qui seront leurs porte-parole. Alors, aussi bien dire à ce moment-là que les revendications des travailleurs des villes se rendront généralement assez peu acquis de droit, les bourgeois ne les relayeront pas. Alors, si on regarde attentivement ce tableau qui résume la société, la structure de la société de la France de la fin du 18e siècle, on a l'impression que rien ne pourra jamais changer. Pourquoi? Parce que les seuls qui ne désirent pas de changement, ce sont eux qui décident de tout finalement, les nobles, les privilégiés, les membres du haut clergé. Alors donc, comment se fait-il qu'il y a eu révolution? C'est en raison de crises qui vont faire en sorte que le peuple n'avait plus rien à perdre et de fil en aiguille, le peuple va prendre les armes et amener cette révolution dont on va voir les détails. À la fin du 18e siècle, la France est en sérieuse difficulté. Il faut savoir que depuis la guerre d'indépendance américaine, où la France avait accordé son aide aux colons américains, la crise des finances royales ne cesse de s'accroître. Alors, les impôts que pour l'essentiel payent les seuls pauvres ne suffisent plus à payer les dépenses. Et le déficit s'aggrave et il ne peut plus être comblé par de nouveaux emprunts parce que les banques commencent à refuser de prêter de l'argent au roi de cette époque-là, Louis XVI. Alors justement, le roi, à cette époque-là, accepte l'idée d'une réforme fiscale qui ferait payer des impôts aux privilégiés. Rappelons-nous que les privilégiés ne paient pas d'impôts. Le roi commence à considérer l'idée de créer de nouveaux impôts pour eux seuls. Mais malheureusement, les parlements refusent de souscrire aux idées du roi. Ils refusent l'idée de nouveaux impôts. Rappelons-nous que qui forment les parlements à l'époque? Les privilégiés, justement. Donc, les privilégiés refusent de permettre ces nouveaux impôts. Alors donc, le roi traverse une crise financière sans précédent. D'autre part, le pays traverse aussi une grave crise économique. Alors, la pression est de plus en plus forte sur le roi. Les rentrées d'impôts diminuent à cause de cette crise. Alors, le roi est carrément pris à la gorge. Alors, éventuellement, une idée pointera parmi les conseillers du roi. Il va décider de déterrer une vieille pratique qui ne s'était pas faite depuis au moins 170 ans, la formation des États généraux. Qu'est-ce que les États généraux? En fait, c'est une vieille pratique qui existait depuis longtemps où le roi pouvait consulter ses sujets qui étaient réunis en trois assemblées qu'on appelait les trois ordres, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-État, ou, si vous préférez, le peuple. Alors, cette très vieille pratique des États généraux consistait en ceci, c'est que le roi, en consultant l'ensemble de la population, y compris le peuple, ça donnait à ces assemblées une autorité extraordinaire qui dépassait l'autorité des parlements. Alors, le calcul du roi est très simple. Alors, si les parlements refusent d'accorder des nouveaux impôts pour les privilégiés, eh bien, on peut les contrecarrer, passer outre leur volonté en faisant appel aux États généraux. Donc, les États généraux sont organisés, donc des représentants des trois États, donc la noblesse, le clergé et le peuple, vont se réunir pour discuter des changements à venir. Alors, le roi espérait beaucoup de la part du peuple et de quelques-uns de ses alliés pour avoir la majorité et obtenir ainsi ces nouveaux impôts. Sauf que les choses ne se passeront pas tout à fait comme il avait espéré. C'est que le peuple qui n'avait pas été consulté depuis 170 ans n'allait pas laisser passer ainsi la chance de s'exprimer. Alors, les représentants du peuple, donc les bourgeois, sont bien d'accord avec le principe de créer des nouveaux impôts, mais ils demandent en même temps des réformes de la société. Alors, rappelez-vous les revendications qu'avait chacun des membres de la société. Donc, ces idées nouvelles sont relayées auprès du roi. Alors, le roi est forcément choqué. Lui, il ne voulait créer que de nouveaux impôts. Il ne voulait pas changer de façon importante la société. Alors donc, les négociations se passent très mal entre le roi et les représentants du tiers-État.
Alors, tout ça pour dire que le roi et les représentants du tiers-État ne s'entendent pas du tout. Et le roi, désireux de faire avancer les choses, va mettre de plus en plus de pression sur les représentants du tiers-État, notamment un beau jour en limitant, en interdisant leur accès à leur salle de réunion habituelle. Mais les représentants du peuple, à ce moment-là, ne se décourageront pas. Très mécontents, ils vont se trouver une nouvelle salle, ils vont trouver l'équivalent d'un gymnase, un jeu de paume, où ils vont se réunir et, de façon tout à fait improvisée, avec les orateurs sur une table. Et ce jour-là, ils vont faire le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Et c'est le fameux serment du jeu de paume. Mais pendant que toutes ces choses se trament aux États généraux, le peuple, de façon générale, dans l'ensemble de la France, est inquiet à cause de nombreuses rumeurs et il finit par se soulever dans plusieurs régions. Dans les campagnes, bien sûr, mais tout particulièrement à Paris, où est-ce qu'un parfum de révolution commence à se faire sentir. Alors, le peuple sort dans les rues, commence à manifester, il finit par s'emparer des armes aux arsenaux et, enhardi par la possession de ces armes, ils vont se lancer à l'assaut d'un des grands symboles de l'oppression monarchique, selon eux, la Bastille, qui est une prison pourtant pour nobles, mais donc ils vont prendre d'assaut la Bastille, ils vont réussir, et donc la Bastille est maintenant entre leurs mains. Alors, quand on annonce la nouvelle au roi, celui-ci est atterri. Il se demande, mais est-ce que c'est une révolte? On lui répond, non, sire, c'est une révolution. Alors, cette prise de la Bastille aura pour effet de mettre de la pression désormais sur le roi, qui devra lâcher du lest pour être en mesure de gagner dans ces négociations. Donc, c'est à cette occasion-là que le roi Louis XVI va accepter la création d'une Assemblée nationale constituante, donc qui aura énormément de pouvoir. Et la première chose que cette Assemblée fera sera d'abolir les privilèges de la noblesse et du clergé. Donc, cette adoption de l'égalité civile va marquer la disparition de la société inégalitaire de l'Ancien Régime. Mais mieux encore, l'Assemblée va éventuellement voter sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et va préciser les nouveaux principes qui sont les suivants. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force
est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Alors, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est un des documents majeurs de l'histoire de l'Occident moderne. Que faut-il en retenir plus particulièrement? C'est que cette déclaration permet, entre autres, le principe de la liberté individuelle d'opinion et d'expression. Et en cela, elle est tout à fait révolutionnaire parce qu'auparavant, le peuple n'avait pas cette liberté d'opinion. S'il l'exerçait malgré tout, il risquait de se retrouver tout simplement en prison. D'autre part, on promulgue par cette déclaration l'égalité devant les lois. La loi est la même pour tous. Alors, dans cet ancien régime où les privilégiés avaient évidemment davantage de droits que les gens des basses classes de la société, c'est un changement, encore une fois, qui est radical. D'autre part, on promulgue aussi l'égalité dans l'accès aux charges publiques. Donc, le talent ou les capacités doivent l'emporter sur la naissance des individus. Autrement dit, dans le fonctionnariat ou dans l'accès aux charges politiques, les pauvres ou les gens de n'importe quelle société sont censés avoir les mêmes droits, donc pour accéder à ces fonctions grâce à leur talent. Évidemment, on verra par la suite que c'est seulement théorique et que les pouvoirs vont être conservés seulement pour les gens riches, du moins dans les premiers temps. Néanmoins, ce principe est malgré tout évoqué dans la déclaration. Mentionnons aussi que la propriété est vue comme une chose sacrée qui doit être inviolable. Donc, on protège la richesse et la propriété. Alors, si on lit bien entre les lignes, alors les bourgeois qui font ces revendications auprès des privilégiés qui sont également riches ne veulent pas une révolution trop radicale. Alors donc, on veut une égalité des droits, mais non pas une égalité matérielle. Alors, du jour au lendemain, après la Déclaration des droits de l'homme, les pauvres vont rester pauvres et les riches vont rester riches. Néanmoins, on veut prévoir aussi le moment où, par les gros bouleversements, on pourrait être tenté de voler les richesses aux privilégiés. Et un détail très important qui ressort de ce texte majeur, c'est la souveraineté de la nation. Alors, autrefois, comme l'aurait dit Louis XIV, donc l'État, c'est moi. Alors, ce n'est plus le cas désormais. Le roi n'est plus au sommet de la nation. Au-dessus du roi, il y a la nation elle-même. Alors, donc, le roi, la nation n'est plus au service du roi, c'est le roi qui est au service de la nation. Alors ici, on a un renversement total de la perspective. Et évidemment, ce n'était pas de nature à plaire au roi. Alors, le nouveau régime politique est ainsi fondé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une monarchie qui est maintenant de nature constitutionnelle. Malgré tout, même si le roi a perdu des plumes, il conserve des pouvoirs importants. D'abord, il conserve encore tout le pouvoir exécutif. D'autre part, il possède aussi un droit de veto face à l'Assemblée. Alors, si l'Assemblée prend des mesures trop radicales aux yeux du roi, celui-ci peut les contrecarrer par son droit de veto. Cela dit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les droits politiques sont malgré tout réservés aux riches. Alors donc, le suffrage lors des votes sera de nature censitaire, c'est-à-dire seuls les propriétaires de maisons auront le droit de vote à ce moment-là. Et donc, les pauvres n'ont toujours pas le droit de vote. Et donc, on contredit ici les intentions manifestes de la Déclaration des droits de l'homme. Cela dit, désormais, les privilèges seigneuriaux sont écartés et les impôts seront désormais payables par tous. Alors, finalement, le roi Louis XVI a fini par obtenir les impôts qu'il désirait, les impôts sur les privilégiés. Cela dit, ça lui a coûté très cher et on se doute bien que le roi est plutôt mécontent de la tournure des événements.
Ainsi donc, au lendemain de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le roi est mécontent, bien sûr, mais l'ensemble des anciens privilégiés le sont également. Alors, que va-t-il arriver de ce nouveau régime politique qui est en train de naître à cette époque-là? Eh bien, il va commencer sur des mauvaises bases parce que les relations entre le roi et le peuple vont rapidement se détériorer. Surtout qu'en 1791, le roi va finir par s'enfuir. C'est la fameuse fuite de Varennes. Alors, il désire se rendre à l'étranger vers une destination quelque peu mystérieuse. Et malheureusement, suite à de l'indiscrétion de la part du roi, on le reconnaît à Varennes et on l'arrête et on le ramène à Paris sous bonne garde. Et par la suite, le roi va être constamment surveillé pour ne pas qu'il s'enfuisse. Cela dit, le peuple spécule. Que voulait faire le roi à l'étranger? Pourquoi s'enfuyait-il? Voulait-il revenir à la tête d'une armée pour reprendre le pouvoir? On se questionne sérieusement sur le roi lui-même. Et un autre événement va jeter encore plus de suspicion sur la personne du roi. C'est qu'en 1792, le roi va pousser la France à la guerre contre l'Autriche et la Prusse. Et les gens s'interrogent dans la mesure où l'épouse du roi, Marie-Antoinette, est d'origine autrichienne et de la famille royale d'Autriche. Alors, d'où vient cette guerre alors qu'on est alliés? Alors, on soupçonne le roi de pousser le peuple à la guerre, de pousser la France à la guerre pour éventuellement la perdre et que ses alliés autrichiens lui permettent de reprendre son pouvoir complètement et de rétablir la monarchie absolue. Alors, le lien de confiance entre le roi et le peuple est désormais rompu. Donc, le roi est perçu comme un traître et on va procéder à son arrestation. Et donc, c'est la seconde révolution. Et une nouvelle assemblée est élue à cette occasion-là au suffrage universel, la fameuse convention. Et à l'unanimité, on va abolir la monarchie et proclamer la République. Cela dit, le roi reste encombrant parce qu'il a un grand défaut, il est encore vivant. Et donc, il est un obstacle entre le peuple et sa véritable liberté. C'est la raison pour laquelle on va mener un procès au roi pour haute trahison. Un procès tout à fait haineux qui ne se fait pas tout à fait dans les règles de l'art et qui va amener le roi et la reine à être condamnés à mort. Et donc, suite à ça, le roi va être promené à travers toutes les grandes rues de la ville et éventuellement, on va l'amener jusqu'à la guillotine, une invention récente qui permettait de couper de façon nette le col de n'importe quel condamné. Et donc, au moment où le roi s'apprête à s'adresser à la population une dernière fois avant d'être exécuté, on fait partir les tambours pour être bien sûr que personne n'entende ce que le roi avait à dire. Et ensuite, on l'installe sur la guillotine et le couperet tombe, la tête tombe dans le panier. S'ensuit alors un moment de silence parce que le peuple français est bien conscient d'avoir traversé un point de non-retour. Puis c'est l'allégresse, la joie, on vient d'en finir avec la monarchie. Mais tout ne va pas bien dans cette nouvelle république qu'on a fondée suite à la mort du roi. Les différents partis, que ce soit les Girondins conservateurs ou les montagnards populistes, s'affrontent dans un climat qui est tout sauf harmonieux. Et pendant l'été 1793, la République est menacée de toutes parts. On craint des invasions étrangères et on craint aussi des soulèvements intérieurs. La raison en est bien simple. Alors, évidemment, les monarchies voisines n'ont pas trop apprécié de voir leur collègue Louis XVI être décapité. Alors, on craint chez les autres monarchies que la saveur révolutionnaire devienne populaire chez eux également. Alors, il est nécessaire aux yeux de bien des rois de mettre fin à ce mouvement révolutionnaire en France. Alors donc, la France est menacée à l'extérieur. Mais bien plus, la France est menacée de l'intérieur parce qu'évidemment, la Révolution a fait bien des mécontents parmi les anciens privilégiés. Alors, des complots se trament contre cette nouvelle République et donc, il faudrait les contrecarrer. Alors, sous la pression constante des révolutionnaires, le parti au pouvoir à cette époque, les montagnards, va prendre des mesures exceptionnelles pour sauver la révolution. C'est ce qu'on va appeler la terreur. C'est que tous les pouvoirs sont désormais concentrés dans un comité de salut public où domine Robespierre, le chef des montagnards. Alors, qui est Robespierre? C'est un des héros de la Révolution. On le surnomme l'incorruptible. On a confiance en lui. Alors, quelles sont les principales mesures prises
par Robespierre. D'abord, il va procéder à une levée en masse pour renforcer l'armée. Donc, on va enrôler beaucoup de jeunes hommes pour renforcer l'armée, pour faire face aux menaces extérieures. D'autre part, sachant qu'on arrive dans une période de guerre où, de façon générale, les prix augmentent toujours pour le pain et les aliments, alors on va fixer une loi du maximum des prix pour laisser une chance au peuple de s'en sortir. Mais plus important pour ce qui nous occupe ici, on va promulguer la loi des suspects pour paralyser la contre-révolution. Alors, la loi des suspects, c'est une loi qui vise à accélérer le processus pour condamner ceux qu'on soupçonne d'en vouloir à la République, de vouloir attenter contre la République. Alors, ces mesures vont aider la France à se rétablir, mais à quel prix? Durant l'année qui va suivre, grâce à la loi des suspects qui, comme je l'ai dit, permet d'accélérer le processus de justice, beaucoup de gens vont être condamnés parce qu'on les soupçonnait de vouloir attenter à la République. Combien de personnes? 40 000 personnes durant cette année-là vont être condamnées à être décapitées, ce qui fait beaucoup de têtes dans les paniers. Alors, évidemment, tous n'étaient pas coupables, mais on préférait tuer un innocent plutôt que de laisser échapper un coupable et de mettre ainsi en péril la République. Évidemment, parmi ceux-ci, Robespierre va en profiter pour faire éliminer des adversaires politiques, des amis de jadis, mais maintenant des nouveaux adversaires. Alors donc, Robespierre va contribuer par ses mesures à se faire haïr de plus en plus par l'ensemble de la population. Alors Robespierre, qui avait fini par se faire beaucoup d'ennemis au cours de cette année, va y passer également. Alors un complot finit par réussir. Robespierre et ses partisans, qui étaient privés du soutien populaire, vont finir par arrêter et exécuté. Mais le régime qui suit la mort de Robespierre reste instable. Alors, il ne peut se maintenir au pouvoir qu'avec le soutien de l'armée. Donc, c'est le chaos politique durant quelques années. Et comme le gouvernement dépend de l'armée, si éventuellement une idée va germer dans l'esprit de l'un d'entre eux, un certain Napoléon Bonaparte va décider de finir par prendre le pouvoir. Alors, il prend le pouvoir par un dernier coup d'État en 1799. Suite à ça, dans les décennies qui vont suivre, la France va osciller entre autoritarisme et retour à la démocratie. Donc, il y aura des périodes d'impérialisme comme sous Napoléon. D'autre part, il y aura une période de restauration de la monarchie. Il y aura d'autres révolutions. Donc, pendant de longues décennies, la France va osciller entre différents pôles, mais peu à peu, avec le temps, les idées de la Révolution vont finir par s'implanter et une véritable démocratie va finir par s'imposer avec le temps. Alors, quel bilan peut-on dresser de la Révolution française? Qu'en ressort-il? C'est que d'abord, les vaincus sont la noblesse et le clergé, de toute évidence, parce qu'ils ont perdu tous leurs privilèges et ils ont subi aussi une perte de propriété totale pour le clergé et partielle pour les nobles, parce que dans les contre-coups de la Révolution, durant la période de la Terreur, beaucoup d'entre eux ont été décapités et ont perdu l'usage de leurs biens par la même occasion. Donc, perte sèche pour la noblesse. Alors, qui sont les vainqueurs de cette révolution? Principalement la bourgeoisie. Elle domine dorénavant la société. Et donc, en dominant la société, ils vont procéder à une libéralisation de l'économie qui va favoriser le développement du capitalisme et donc un capitalisme qui va particulièrement aider la cause de la bourgeoisie d'affaires. De la sorte, dans le nouveau monde ainsi créé, la richesse va maintenant remplacer la naissance pour déterminer la hiérarchie dans la société. Alors, il n'est plus aussi important qu'auparavant de naître dans les familles nobles, il suffit tout simplement d'avoir une grande influence économique par son propre capital. Mais qu'en est-il du reste de la société? Si on regarde les paysans qui forment la plus grande partie de la société, elle est libérée complètement des droits seigneuriaux. Alors, de ce côté-là, elle est plutôt gagnante. D'autre part, les paysans aisés ont accru leur propriété parce qu'ils ont pu racheter les propriétés confisquées à certains nobles. Alors, certains s'en sortent bien. Cela dit, les journaliers, donc les ouvriers agricoles qui ne possèdent pas eux-mêmes leur propre terre, vont voir leurs conditions se dégrader encore. Donc, les choses sont difficiles pour les plus petits paysans, mais certains d'entre eux, les plus gros, les plus aisés, vont s'en sortir assez bien.
Et qu'en est-il des ouvriers artisans? Ce sont les grands perdants de cette révolution, dans la mesure où ils n'ont rien gagné malgré l'égalité théorique des droits. C'est que désormais, qui est au pouvoir, ce sont leurs patrons eux-mêmes, les bourgeois capitalistes. Donc, la domination patronale va être de plus en plus forte car les parlements vont interdire les syndicats et les grèves. Alors, le Code civil va même les placer en situation d'infériorité juridique vis-à-vis de leurs employeurs. Alors, de la sorte, les travailleurs des villes vont devoir traverser encore plusieurs décennies de difficultés avant de s'en sortir finalement par la création des syndicats. Et quel bilan politique peut-on dresser également de cette révolution? C'est qu'on assiste, avec la mort de Louis XVI, à la fin de la monarchie absolue. Alors, de plus en plus au sein de la population française, l'idée de la souveraineté nationale est en train de s'imposer. D'autre part, les droits de l'homme avec l'égalité civile sont de plus en plus confirmés avec le temps, même si on déroge à certains moments. Cela dit, le combat pour instaurer une véritable démocratie et un suffrage véritablement universel va durer durant tout le 19e siècle, avec bien des contre-coups. Et en définitive, il faut mentionner le fait que toute l'Europe sera touchée par les idées révolutionnaires développées en France. Et le principe de la monarchie absolue va être partout affaibli. Et donc, les souverains de partout dans le monde vont subir l'onde de choc de la Révolution française.